sûrement profiter déjà de vos vacances pour aller visiter une fromagerie en estive sur le plateau d'Irati ou avec les bergers et les bergères du Béarn. Vous avez peut-être même profité d'un week-end d'automne pour aller rendre visite à un viticulteur, évidemment ramener un petit carton de 6, comme on dit à Bergerac, et aussi acheter de l'huile de noix en visitant un moulin ou en rendant visite à une ferme en Charente ou en Dordogne. Vous faites peut-être, sans le savoir, du tourisme alimentaire. C'est quelque chose qui, en revanche, n'échappe pas aux professionnels. Ils sont de plus en plus conscients de l'impact que ça peut avoir. On va débattre et découvrir cette activité toute cette matinée ici, en direct chez Léa Nature, une entreprise à Périgny, à côté de La Rochelle, entreprise branchée bio depuis son ouverture. Un très gros groupe qui a démarré ici avec une dizaine de personnes pour employer dans l'agroalimentaire plus de 1000 personnes aujourd'hui sur ce site et sur différents sites en France. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ces rencontres de l'alimentation proposées, comme vous le savez, depuis 3 ans. C'est notre 10e rendez-vous avec l'Agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine, l'ANA pour les intimes. Et puis, surprise aujourd'hui, on le fait avec le Comité régional du tourisme Nouvelle-Aquitaine. Vous avez compris évidemment pourquoi gastronomie et tourisme font bon ménage. Nous saluons d'ailleurs la présidente du CRT, Christelle Chassagne, et le président de l'ANA, Jean-Pierre Reynaud, qui nous ont rejoints dans cette salle, même si en tout cas la présidente, a un petit souci et qu'on la salue, elle est devant son écran, car vous êtes nombreux à nous suivre en direct sur les réseaux sociaux. Puis on vous le rappelle, ça reste en ligne. C'est des films que vous pouvez retrouver sur le site de sudouest.fr, sur TV7 et aussi sur le site de l'ANA. Allez, on passe aux choses sérieuses avec des intervenants sérieux et sérieuses. On est un peu en minorité aujourd'hui, Antonin. Un plateau féminin et c'est pas pour nous déplaire aujourd'hui avec la volonté que nous avons toujours dans les groupes de presse d'assurer la parité de nos invités. Bonjour Mireille Salvador, vous êtes Marielle Salvador, enseignant-chercheur et professeur associé. Vous êtes spécialiste, et c'est intéressant, on vient de le voir d'ailleurs, avec quelques chiffres annoncés tout à l'heure au moment de l'inauguration du comportement du consommateur. On a entendu que 15% des touristes disaient choisir leur destination par rapport à la gastronomie. Vous êtes à l'Institut Bocuse, on ne dit plus l'Institut Bocuse, mais c'est pour le situer, on dit LIFE aujourd'hui. En tout cas, on sait la qualité de cette formation et on est ravis de vous avoir, Marielle. Sylvie Allem, vous venez, vous, de ce territoire de Nouvelle-Aquitaine qui regorge, le président de l'ANA le disait tout à l'heure, de richesse gastronomique. Vous êtes la vice-présidente du château de Montbazillac et de la cave coopérative, j'insiste sur ce mot coopérative, de Montbazillac. Cécile Vidal, on vous a mis dans le canapé, tous les deux, vous avez un point commun. Vous êtes nucicultrice, pour ceux qui ne savent pas, mais je sais que vous savez tous, pour le mettre au Scrabble, il y a plein de C, c'est les productrices de noix, et vous êtes aussi d'ailleurs, Antonin Sanchez, producteur de noix. Je reviens vers vous, Cécile, parce que vous avez une casquette ce matin avec nous, en plus de celle d'être agricultrice et élue à la Chambre d'agriculture de la Charente. C'est que vous représentez Bienvenue à la ferme, un énorme réseau. Je crois que tous les enfants et les parents qui font un peu de tourisme en France connaissent ce panneau que vous aviez tout à l'heure. On vous dit non, il est un peu trop gros, on ne va pas le mettre sur le plateau, mais je crois que tout le monde voit ce qu'il est. Et on aura une vidéo tout à l'heure pour le découvrir. Antonin Sanchez, j'en parlais. Alors vous êtes en Dordogne, capitale aussi, on ne va pas faire de la peine aux Charentais, mais capitale repérée aussi de la noix. Vous êtes directeur de l'entreprise Beaucerno. On va parler de cela tout à l'heure. Et puis je termine avec vous et je démarrerai les questions avec vous. Pauline Abelot, vous êtes la déléguée régionale sud-ouest de l'association Entreprise et Découverte. Je précise qu'on n'est pas par hasard chez Léa Nature. Cette entreprise elle-même a un immense jardin de 2,5 hectares qui est ouvert à tous ceux qui veulent venir déjeuner sur place et qui permet à des gens de mieux comprendre comment on passe du jardin à l'assiette. La définition, Pauline Abelot, aujourd'hui, il faut qu'on commence par la sémantique et qu'on sache expliquer aux gens qui nous suivent, aussi bien les professionnels que les touristes naïfs que je peux être au mois de juillet ou août ou sur les grands week-ends. Il faut que je coche quelle case pour être dans cette catégorie de ces entreprises qui ouvrent leurs portes. Alors bonjour à tous. Donc c'est vrai qu'on parle de visite d'entreprise ou aussi de tourisme de savoir-faire. Et en fait, tout simplement, la visite d'entreprise, ça consiste à accueillir au cœur de sa production un public, un grand public, des scolaires, des groupes, pour être vraiment au contact direct, en immersion, au cœur du processus de production et surtout à la rencontre des savoir-faire et de ceux qui les détiennent. Est-ce que ça veut dire que je fais une journée portes ouvertes sur ma ferme ou dans mon entreprise de transformation par an et ça y est, je suis entreprise découverte, ou est-ce qu'il faut que je m'engage un peu plus ?
Alors c'est un très bon début, c'est un bel engagement, c'est une belle découverte. Le but pour nous, pour Entreprises et Découvertes, mais aussi pour la région, pour le CRT, pour la région Nouvelle-Aquitaine au global, c'est que les entreprises s'impliquent davantage pour faire découvrir leur savoir-faire, parce qu'il y a plusieurs enjeux derrière. Il y a un enjeu commercial, il y a un enjeu d'attractivité des métiers, de valorisation également des savoir-faire, qui s'inscrivent dans un tourisme beaucoup plus durable, responsable et de proximité. Donc c'est tout ça qui importe énormément au travers du tourisme de savoir-faire, et également de communiquer sur ses produits, sur son entreprise, sur ses valeurs, son histoire et ses engagements. Alors on est à quelques jours de quelques jolis réveillons, on en est certain, surtout avec des produits de Nouvelle-Aquitaine. Ces entreprises, elles pèsent effectivement près de 40%, ces entreprises de l'agroalimentaire, sur l'ensemble. Est-ce que c'est quelque chose qui se développe ? Oui, c'est exactement ça. C'est quelque chose qui se développe énormément. D'abord, pour vous situer un petit peu à l'échelle nationale, en France, c'est 3500 entreprises de tous secteurs confondus qui ouvrent leurs portes au public et qui accueillent chaque année 20 millions de visiteurs. C'est un chiffre en croissance, tant en termes d'entreprises ouvertes au public qu'en termes de visiteurs. Et dans l'agroalimentaire également, c'est un chiffre très fort. Et en Nouvelle-Aquitaine notamment, Nouvelle-Aquitaine qui est d'ailleurs la première région en France qui compte le plus grand nombre d'entreprises et qui accueille du public, pour un total de visiteurs par an de 3 700 000. C'est pas anodin qu'on les annonce comme ça, parce qu'on parle toujours des chiffres de fréquentation des grosses structures ici à La Rochelle, puisqu'on y est de l'aquarium ou du Futuroscope. C'est important de rappeler que ce petit ruisseau est un grand fleuve. On a justement, dans ce classement dont vous parliez, le nom des deux premiers. C'est pas le hasard, c'est la cave de Jurançon à Gand et l'atelier du Piment d'Espelette. C'est-à-dire que les plus fréquentés sont justement dans des produits liés à notre thématique du jour. Est-ce que c'est représentatif de cette attraction, justement, vers les produits gourmands pour le grand public ? Tout à fait. Donc, comme vous le dites, c'est les deux entreprises qu'on compte au top de l'accueil des publics, notamment en région Nouvelle-Aquitaine. Et c'est vrai que, comme vous l'avez dit, en Nouvelle-Aquitaine, parmi les entreprises qui accueillent du public, 37% sont issus du secteur de l'agroalimentaire et 30% du secteur des vins et spiritueux. Donc, ce qui note vraiment cette prégnance dans la région Nouvelle-Aquitaine, conforme à la moyenne nationale également. L'agroalimentaire est très présent dans ce tourisme puisqu'il coche toutes les cases et des entreprises et des territoires et des publics, puisqu'il se veut responsable, de proximité et engagé pour un tourisme et une consommation plus durable et locale. Alors, pour évidemment permettre à ces touristes de pousser la porte, il faut des professionnels qui acceptent qu'on ouvre la porte. Avec vous, Cécile Vidal, on va aller en Charente. Vous êtes à côté de Cognac, on va le faire simple, et vous ne faites pas du cognac, vous innovez. Vous êtes agricultrice et vous avez dénoyé, je le disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'on décide un jour d'ouvrir sa porte aux touristes ? Alors, je pense que ça dépend de chaque agriculteur. Prenez votre cas. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on dit, voilà, j'ai la ferme familiale, c'est une très belle histoire, je vous invite à aller voir l'histoire de ce site. Moi, c'est très clair, je peux retracer exactement à quel moment ça s'est passé. J'ai été élue donc, à la Chambre d'agriculture de la Charente en 2019. Et à ce moment-là, j'ai vraiment pris conscience que les agriculteurs qui font de la vente directe ont vraiment un rôle pour notamment rapprocher les consommateurs du monde agricole. Et je pense que ça, c'était chez moi, cette volonté, c'est d'ouvrir un maximum la ferme, d'abord aux scolaires, ça a été notre premier projet, pour faire comprendre aux jeunes l'intérêt du monde agricole en général, faire connaître nos métiers, si possible en attirer certains vers notre métier de l'agriculture de la noix. Voilà. Mais je pense qu'après, on voit très vite tout un tas d'autres aspects qui sont économiques aussi. La vente directe, ça devient critique dans certaines fermes aujourd'hui. C'est vraiment un volet très important de développement économique. Et puis, plus philosophiquement, je pense que mieux faire comprendre le monde vivant, la nature, comment on peut être à la fois exploitant, chef d'entreprise et s'occuper du vivant, comment tout ça, ça peut fonctionner et donner envie aux gens de s'y intéresser. Et c'est ça aussi qui contribue, c'est notre pierre à l'édifice de mieux consommer et mieux se comporter aussi. Alors c'est intéressant, on en parlera aussi avec Marielle Salvador tout à l'heure, parce que vous avez mis en avant ce côté transmission avant de parler du côté business. Je vous propose qu'on aille voir certains de vos collègues, on va aller voir sur deux fermes différentes, et on se retrouve sur le plateau juste après, vidéo. Bonjour, je m'appelle Tanguy de Rosanvaux, je suis castanéiculteur et donc ce qui veut dire que je produis de la châtaigne et je la transforme. Isabelle et moi, on avait une autre vie avant. Pendant 15 ans, on travaillait tous les deux pour des sociétés différentes et on a voulu revenir à la terre, à des choses un peu plus concrètes et essentielles. On a tourné une page et on a réécrit une nouvelle ici.
au milieu des châtaigniers. Alors, le domaine de Rapatel, c'est 6,5 hectares de verger en production, plus 2,5 qu'on a planté en arrivant ici il y a 5 ans. Donc on récolte tout et on transforme tout, et nous le but c'est vraiment de faire connaître la châtaigne sous toutes ses formes. Donc on va les sécher pour faire de la farine et tous les dérivés à base de farine, donc des gâteaux secs, des biscuits sucrés, des biscuits salés, de la crème, de la soupe, de la purée et plein d'autres choses qu'on fait en même temps. On s'est rendu compte que les gens étaient en attente justement de connaître ce métier qui est en train de se perdre. Donc on a commencé à être bienvenus à la ferme et ensuite on est passé ferme pédagogique. Donc, ce qui fait qu'on peut accueillir donc, des groupes et on s'adapte en fonction de chaque groupe justement pour qu'on leur fasse comprendre comment nous on travaille, qu'on est en bio total, que tout est fait à la main et trié à la main et qu'on essaie de donner le meilleur produit de la châtaigne. Pour les enfants, c'est vraiment une découverte parce qu'eux, ils ont l'habitude d'aller ramasser avec leurs parents des châtaignes. La châtaigne, c'est pas juste avec la dinde à Noël ou juste la crème de marron. C'est qu'on peut faire énormément de choses avec la châtaigne. Pour eux, c'est vraiment un étonnement total. On fait plusieurs ateliers, hein, comme le land art, mais ça peut être autre chose. Hein. On peut fabriquer des petits arcs, on peut fabriquer... Voilà, à chaque fois, on imagine des choses différentes pour vraiment attiser leur curiosité. On va finir par des ateliers directement à la ferme, où là ils vont faire eux-mêmes soit leur propre purée, leur propre gâteau avec justement de la farine de châtaigne ou de la purée. Ce qu'on voudrait faire et mettre en place après, c'est faire des gîtes et aussi faire venir des camping-caristes. Donc on va essayer de construire une plateforme pour qu'ils puissent rester en hébergement libre. On a les infrastructures pour ça, donc c'est juste à nous de le mettre en place correctement. C'est vraiment un plaisir, on a gagné un cadre de vie extraordinaire. Donc c'est vraiment super de l'avoir fait. Alors, on pourrait regretter de ne pas l'avoir fait plus tôt, mais bon, il fallait laisser le temps au temps et voilà. Cherche un truc, allez, la truffe, Moka. Là, nous sommes sous un chêne céris. Donc Moka vient de mettre un coup de patte. Et moi, je vais essayer de trouver la truffe. Est-ce que vous la voyez? Oui. Ah, oui. C'est une belle truffe, une grosse truffe. Et là, ça sent très bon. Donc délicatement, parce que si on la blesse, elle risque d'être déclassée sur le marché. C'est une belle truffe. Tu as senti? Nous sommes sur une petite structure familiale, culture biologique pour la noix, le safran, la truffe, les fruits rouges que nous transformons. On est en circuit court, voire très court, vente à la ferme et vente dans 2 ou 3 boutiques très locales, maximum 20 km autour. Nous sommes bienvenus à la ferme, nous sommes tourisme handicap pour les visites l'hiver. Donc nous faisons démonstration de cavage, recherche de la truffe noire du Périgord, Tuber melanosporum. Donc avec cavage, Moka est mon super compagnon. C'est lui qui va me dire quand la truffe est mûre et là où elle est. Quand on vient chercher la truffe, qu'on fait le cavage, donc, j'estime à peu près la truffe que je trouvais et je dis par exemple, eh bien, le O10, il a 100 grammes ou 80 grammes, le poids de la truffe. Et donc ça nous permet de connaître à la fin de la saison les arbres qui donnent de la truffe, ceux qui n'en donnent pas. Et comment vous estimez le gramme de la truffe? À peu près avec l'habitude. Quand on rentre à la ferme, quand on pèse l'ensemble des truffes, je déduis un peu de poids de terre, à peu près 10%, et puis on n'est pas loin, hein. Après c'est pas grave. J'ai découvert la truffe, quelque chose que j'aime, qui est extraordinaire. J'ai appris que y a plusieurs races de chiens qui peuvent trouver la truffe et qu'il faut du temps pour trouver une truffe, que ça sent bon et que ça met l'eau à la bouche. Mon coach, je trouve qu'il a fait un bon travail, oui. Et puis gratter, mais un tout petit peu, parce qu'apparemment la truffe est très fragile. La truffe, c'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours, qu'on voit pas tous les jours quand elle se fait enlever de la terre. Et du coup, voilà, j'aime bien, c'était vraiment bien. Bon, il nous manquait juste les effluves de ces truffes sur le plateau, mais en tout cas, il y avait une bonne nouvelle, c'est qu'il arrive même à faire beau en Dordogne, alors qu'en ce moment, on a quelques soucis avec la météo sur cette Nouvelle-Aquitaine. Plus sérieusement, Cécile Vidal, on a vu par 2 fois donc ce panonceau, je disais tout à l'heure,
incroyable. D'ailleurs, c'est le panneau le plus reconnu par les touristes en France. C'est quelque chose qui, dans une enquête, ils disent celui-ci, on le connaît. Concrètement, justement, 8500 exploitations en France. Combien en Nouvelle-Aquitaine? Alors, en Nouvelle-Aquitaine, je n'ai pas le chiffre, c'est en Charente, je sais qu'il y a 45 adhérents. Alors, est-ce que ce chiffre se développe? Parce que là, on voit en plus, on ne va pas revenir sur les effets Covid, les changements de vie, donner du sens, mais on sait que ça peut permettre à des nouveaux professionnels d'arriver. Est-ce que c'est en train de se développer, justement? Est-ce que vous voyez de plus en plus de professionnels, agriculteurs, basculer? Alors, il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent. On est en croissance permanente. Ce n'est pas non plus un pic de croissance démesuré. C'est une marque qui a 35 ans. Donc, qui est déjà très bien installée. Ce qui est sûr, c'est que les nouveaux agriculteurs qui cherchent une voie de diversification se dirigent vers Bienvenue à la ferme. Ils sont accompagnés par nos chambres d'agriculture pour rentrer dans le réseau. Donc, il faut respecter un cahier des charges et qui fait justement la renommée de ce réseau. Parce que, comme vous le disiez, plus d'un Français sur 2 connaissent cette marque, ce qui est quand même incroyable en termes de renommée. Tout à l'heure, vous avez dit, je suis dans la transmission, et puis il y a le volet économique. Là, on entend évidemment parler du volet éco. En quoi c'est une activité aujourd'hui qui est une activité à part entière dans l'économie de l'exploitation? Alors, je pense que ça dépend des exploitations. En ce qui nous concerne, nous, à la Noyeraie des Borderies, aujourd'hui, on espère atteindre 20% de notre chiffre d'affaires grâce à cette part de tourisme à la ferme. On fait maintenant de plus en plus de choses. Je parlais des scolaires, mais aujourd'hui, c'est bien plus large. Donnez-nous des exemples, parce que là, ce monsieur qu'on a vu tout à l'heure, il est en train carrément d'ouvrir des plateformes pour ses camping-cars. Il va faire du gîte. C'est ça, Bienvenue à la ferme. C'est ça. Il y a vraiment une palette très, très large d'activités. Il y a en gros 2 grands types d'activités. L'accueil à la ferme, avec l'hébergement, la restauration, les visites, et puis la vente à la ferme, la vente en vente directe de nos produits ou des produits des producteurs de nos amis sur la ferme. Sur la partie viticole, et Sylvie Allem va prendre son micro, on vient de le voir tout à l'heure en citant les 2 sites les plus fréquentés de cette grande région de Nouvelle-Aquitaine. Il y avait une cave, ce n'est pas celle de Montbazillac, mais on va en parler parce que puisqu'on parle de modèle économique, on ne juge pas, mais la cave de Gand, qui est très bien placée, fait une offre gratuite. Vous, à Montbazillac, vous faites une offre payante. En quoi c'est important justement de se dire je vais recevoir sur la propriété, sur la coopérative, mais mon public va payer un droit d'entrée? C'est quoi? C'est une valorisation de l'activité, du métier? C'est quoi la démarche? Oui, alors on se connaît, bonjour à tous, on connaît très bien avec la cave de Gand et c'est un sujet c'est pas qui pour revient. dire du mal, hein, c'est pas juste du tout, pas du tout. Alors il faut savoir qu'on a une particularité à Montbazillac depuis 1960. Les caves ont été créées dans les années 40 et en 1960, le château de Montbazillac est un monument du XVIe siècle, un vrai château historique, comme il y en a de 1001 en Dordogne, et aujourd'hui propriété de la cave coopérative. Et donc on arrive à parler de notre vin à travers le patrimoine. Et donc, nous, on a décidé de faire une entrée payante parce qu'on propose derrière... je veux dire, je milite quand même pour un œnotourisme payant. Mais c'est ça qui est intéressant. Parce que derrière, il y a une vraie recherche de ce que l'on veut proposer à notre public. Voilà, on est un conseil d'administration, une coopérative, donc c'est fait de petits vignerons ou plus gros, enfin de vignerons. Et donc, on réfléchit vraiment à ce qu'on veut proposer à nos visites, ce que l'on a envie qu'ils retiennent de leur visite. Voilà. Alors, ce n'est pas un frein, on va le voir. Bon, évidemment, vous êtes sur un département comme plusieurs départements de cette grande région de Nouvelle-Aquitaine. Il faut le rappeler, hein, c'est le premier département en fréquentation touristique hors littoral. On ne le dit pas assez, mais c'est le département de la Dordogne. C'est un gisement touristique. Vous accueillez 60 000 visiteurs par an, en 10 mois dans l'année, parce qu'il y a des mois où on est un peu plus dans les vignes qu'à accueillir les visiteurs. Qu'est-ce qu'on leur propose, justement ? Alors, au château de Montbazillac, déjà, comme vous l'avez dit, on est en Dordogne, on est dans le Périgord, et donc nous sommes dans le Périgord pourpre. Donc il y en a qui sont dans le Périgord noir, le blanc, le vert. Donc le Périgord pourpre, c'est le monde de la viticulture, avec les vins de Bergerac. Et Montbazillac, c'est un vin de Bergerac. Donc aujourd'hui, je vous dis, on est ouvert depuis 1960, donc on a quand même, il y a sûrement des choses que je ne vais pas dire parce que pour moi c'est évident. Mais il y a 2 ans, on a décidé de fermer le site complètement, de le clôturer et de faire une entrée générale. Déjà, suite au Covid, on était obligés. Et puis après, ça nous a permis de nous poser. On s'est posé pendant 1 an, voire 2 ans. On est allé voir ce qui se passait ailleurs. Et on a réfléchi à ce qu'on voulait, je vous disais, que nos visiteurs retiennent. Donc, vous arrivez sur le site, vous avez pour 11 € une entrée générale au site et vous découvrez un monde d'art et d'arômes. Le premier site, c'est 300 mètres carrés qui sont dédiés uniquement à la viticulture
et à la vinification du Montbazillac. Donc on vous explique le terroir, le Montbazillac, donc il y a beaucoup de vidéos, on parle bien sûr, on explique ce que c'est qu'une appellation d'origine, on explique ce que c'est qu'une cave coopérative, parce que les gens ne savent souvent pas ce que c'est qu'une cave coopérative, c'est-à-dire que c'est notre propriété, c'est notre chai, on ne vend pas notre raisin à la cave coopérative, on est chez nous, et donc les gens comme nous qui faisons de l'œnotourisme, eh ben, on va jusqu'au bout du bout, parce qu'on est là aussi pour vendre notre vin à nos touristes. Donc je finis. Donc on a ces 300 mètres carrés qui sont dédiés à la viticulture. Ensuite, vous sortez sur le site, vous avez les vignes. Et donc, vous allez visiter le château de Montbazillac, qui est un site du XVIe siècle, avec une histoire sur les protestants, parce que le Bergeracois est un peu comme La Rochelle, un site protestant. Une histoire avec la Révolution, les baccalans, ou les deux baccalans, quand vous êtes en bas, et puis quand vous arrivez dans les salles en haut, ça sera les baccalans, ils auront perdu le 2, parce que voilà, la Révolution fait que. Et puis, dans les caves, on a voulu recevoir les enfants, et donc il y a tout un circuit avec des jeux interactifs pour les enfants, et à la fin ils peuvent faire leur petite étiquette pour le jus de raisin. Alors on est sur un vrai circuit, hein, c'est ce qui a inspiré votre démarche. On va revenir aussi sur le rôle des viticulteurs, des vignerons, hein, qui viennent justement donner du temps. On va revenir vers vous. Je viens vers vous, Antonin, parce que ce circuit, ce parcours, cette scénographie même qui vient du monde de l'œnotourisme, vous le revendiquez, vous, mais alors pas dans l'œnotourisme, hein, puisque vous êtes dans le même domaine, et on l'a dit tout à l'heure, que votre voisine. Vous êtes dans la noix, et vous avez créé donc une société qui justement se donne pour moyen, et vous nous expliquez quel est le concept de départ, de valoriser la noix et l'huile qui est sur la table. D'ailleurs, vous avez emmené tous les deux vos huiles différentes. On va les déguster à la fin de cette table ronde, ça va être magnifique. Vous avez décidé, vous, de faire un vrai circuit. Expliquez-nous d'où est partie cette idée. Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous, cette idée, alors contrairement à Sylvie, avec son château qui existe depuis les années 60, nous on est tout. C'est pas complètement le sien. Hein. On l'appelle la Châtelaine, mais c'est pas. Voilà. Enfin, Montbazillac qui bénéficie de ce côté historique depuis les années 60. Nous, on existe depuis 2019, donc c'est très récent. En fait, on a de suite compris l'enjeu de pouvoir faire vivre le lieu. Du coup, le but pour nous avec Beaucerno, c'était de créer des produits un peu innovants à base de noix et surtout d'ouvrir notre lieu au public. Et pour cela, on a voulu être un peu à notre image, c'est-à-dire jeune et innovant. Et on s'est beaucoup inspiré de l'œnotourisme, justement. C'est ça qui est intéressant, justement, voilà, dans cette démarche. Et on va venir après vers les spécialistes du marketing. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut conduire le touriste à venir déguster ou découvrir de l'huile de noix, comme on le fait avec un excellent vin de Bergerac ou de Montbazillac qui en fait partie? Nous, ce qu'on a souhaité, c'est accueillir du public chez nous et que surtout, il ne soit pas satisfait de la visite, mais très satisfait. Donc on est allé chercher ce qu'on pouvait faire sur le très satisfait. Et il faut étonner le public. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui viennent chez nous ne savent pas forcément à quoi ils vont s'attendre, même si ils savent que ça va être une visite guidée d'1 heure. Et en fait, on a séquencé la visite en 4 parties. Et la première partie, c'est cette scénographie dont vous avez parlé. Donc cette scénographie, c'est un spectacle son et lumière qui raconte toute l'histoire de la noix et ses secrets sous forme de conte. Donc ça s'adresse à tout public, à la fois les plus grands comme les plus petits apprennent beaucoup de choses autour de la noix et toute la mythologie qu'il y a eu derrière dans son histoire. Et ensuite, petit à petit, on rapproche le public de notre produit et de comment nous on travaille aujourd'hui afin de faire découvrir notre savoir-faire. En gros, c'est le Puy des Pas Fous consacré à la noix, et votre investissement, il est presque autant justement sur ses contenus que sur le produit lui-même. Aujourd'hui, vous êtes jeune entrepreneur, vous allez voir une banque, c'est quelque chose qui est crédible ou c'est un sacré pari? Disons que, je vais être honnête avec vous, il n'y a pas grand monde qui a cru à notre projet au début. Le monde du tourisme n'y a pas cru, par exemple? Non, pas forcément. On n'a pas eu au début on n'a pas reçu trop d'intérêt sur ce qu'on voulait proposer. Et en fait, c'est un interlocuteur qu'on avait à la région qui a cru en nous. Je ne sais pas si je peux le citer d'ailleurs pour le remercier. Si c'est la région Nouvelle-Aquitaine, je pense qu'ils seront ravis. Ouais. Ils sont partenaires de l'opération. Bon, c'est pas du tout commandé, mais le président de l'ANA est en train de prendre des notes. C'est monsieur Laurent Beaussoubre. Et en fait, il nous a mis en contact direct avec un cabinet expert dans l'ouverture touristique qui, eux, nous ont aidés à façonner tout le projet que nous avons. Okay. Ouais. Alors, il y a une personne qui n'est pas très connue, qui a fait un peu de cinéma en France, qui, elle, croit à la noix. On va regarder une vidéo, on se retrouve. De bonnes vacances. Quant à moi, je suis à la campagne, dans le Périgord, dans le pays de la noix. Alors justement, un petit message pour essayer d'aider nos cultivateurs locaux. Quand vous achetez des noix, achetez français. Regardez sur l'étiquette d'où elles viennent.
Parce que faire parcourir 15 000 km à une noix, vu les temps qui courent, c'est un peu exagéré, non? Ici, ça pousse partout. Il n'y a pas de pesticides, le bilan carbone n'est pas désastreux. Alors, manger des noix, c'est bon pour la santé, mais manger français, c'est mieux pour la planète. Merci. S'appelle Sophie Marceau, qu'elle a un peu connue. Alors, moins que les noix du Périgord. C'est un coup fabuleux. Je me tourne vers vous parce qu'on va parler de marketing et de clientèle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, c'est une histoire de fou, parce qu'en fait, elle n'a pas été ni rémunérée, ni engagée, ni quoi que ce soit. Le président, justement, des producteurs de noix m'a raconté que ça a été une aubaine incroyable. Et évidemment, ça a buzzé, parce que la notoriété de Sophie Marceau suffit à faire du buzz. Je reviens sur ce que vient de dire Antonin, ce qu'on vient d'entendre avec vous. Vous étudiez le comportement de ce public-là qui vient sur ces exploitations. C'est quoi la motivation première avant qu'on parle de tous les efforts qu'ils sont en train de faire? Ils viennent chercher quoi? Ils viennent chercher l'authenticité? Ils viennent juste acheter un produit? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Alors, ils viennent chercher de l'authenticité. Alors, elle s'explique, cette authenticité. Pourquoi aujourd'hui, même si c'était latent déjà depuis un certain nombre d'années, alors je ne vais pas refaire le monde, mais très rapidement, il y a eu un certain nombre de crises alimentaires. Et en fait, au travers de ces crises, le consommateur s'est rendu compte qu'il ne savait pas ce qu'il mangeait. Et donc, potentiellement, qu'il pouvait s'empoisonner. Bon. Et donc, pour trouver ces réponses, il est allé à la source. Et donc, il a eu envie d'aller à la source. Donc, ça, c'est dans les sociologues de l'alimentation l'expliquent très, très bien. Est-ce qu'on peut le dater? Enfin, pas au jour près, mais c'est quoi le phénomène? Ça fait, on est en 2023, on va dire que déjà vers les années 2000, c'était les prémices. Puisque quand j'ai soutenu ma thèse en 2009, bon, ça faisait encore un peu ovni, mais voilà, on commençait, en tout cas chez les sociologues de l'alimentation, c'est 2000-2001. Et est-ce que chaque scandale alimentaire, type malheureusement ces pauvres poulains trouvés dans des pâtes ou tout ce qu'on a pu vivre avec d'autres marques, on ne va pas les citer toutes, est-ce qu'à chaque fois c'est des accélérateurs de cette prise de conscience? Alors, nous, on est sur des phénomènes plutôt longs. Alors, les petits pics, en tout cas, voilà, ça ne décroît pas et ça continue. Après, bon, je pense qu'il y a toute une éducation ou du consommateur ou du client à faire, mais ça, on pourra en reparler. Qui peut être fait à Bienvenue à la ferme, on l'a dit. Mais bien évidemment. Alors, il y a aussi, vous parliez de tourisme, de savoir-faire. Alors, nous, on a un mot pas très joli, on parle de tourisme industriel, mais il y a plusieurs termes. Alors, mais ça, on peut faire de la sémantique, c'est intéressant, parce que là, effectivement, on a parlé de tourisme alimentaire. Le tourisme industriel, il se prêterait plutôt à aller visiter, par exemple, un site de production de chez La Nature. Exactement. Qui met en conserve dans le Lot-et-Garonne, ça serait ça plutôt? Tout à fait. Alors, je trouve beaucoup plus joli, tourisme de savoir-faire, mais parfois ce sont de grosses usines. Alors je pense à l'usine Caillé, par exemple, en Suisse, qui ouvre ses portes. Mais ça peut être dans d'autres secteurs. C'est pour ça qu'on dit tourisme industriel. C'est quelque chose que c'est devenu effectivement une activité à part entière. Comme quand on va visiter une ville, on va réserver un musée, eh bien, on va aussi aller à la source du produit. Vous avez à Uzès, Haribo, le musée Haribo ouvre ses portes. Ouais. Vous avez de la cosmétique, l'Occitane, qui ouvre aussi. Ça a marché pendant des années avec la clientèle japonaise. Enfin bon, il y a plein d'exemples, donc pas seulement dans l'alimentation, et c'est pour ça qu'on parle de tourisme industriel. Marielle Salvador, c'est marrant que vous parliez japonais, parce que la semaine dernière, on avait une rencontre avec Sud-Ouest, avec la famille Yoteiza, qui a relancé le port noir dans les Aldudes. Et je crois que c'est 20% de la clientèle qui vient leur visite, qui vient du Japon. En quoi, justement, et vous avez commencé à nous en parler, en quoi comprendre cette alimentation, quoi aller chez nos amis qui font des noix, en quoi aller mieux connaître le château de Montbazillac, va me permettre de mieux comprendre la culture de ma région. C'est pas évident, ça. Non, alors... donc un touriste, il peut effectivement découvrir un pays, une région de différentes manières. Et une des régions, vous l'avez dit en introduction, c'est par l'alimentation. L'alimentation, c'est... Est-ce que c'est une évidence? Parce que moi, je l'ai asséné, mais j'aimerais bien qu'on le décrypte. Une évidence, oui et non. Là encore, je fais référence à des travaux de sociologues sur Toulouse qui disent, l'alimentation, oui, c'est important, mais vous avez donné des chiffres. C'est pas évident pour tout le monde. Soyons clairs. Mais vous avez une frange de la population, une frange de touristes qui a envie de ça, et ça va nourrir véritablement l'expérience touristique. Vous parlez même de marqueurs mémoriels. Alors ça, je trouve ça. D'abord, je trouve que c'est des beaux mots, donc moi j'aime bien les mots. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière le marqueur mémoriel? C'est-à-dire que si je goûte le produit, le même vin que je goûte, alors évidemment avec vous c'est formidable, mais dans le château de Montbazillac, plutôt que dans une mauvaise cave sur un trottoir à Paris, j'ai pas du tout le même goût et j'ai pas du tout le même souvenir. Alors, et pas du tout la même expérience, bien évidemment. Alors, quand en plus je suis allée à la source, donc j'ai vu, j'ai goûté,
Dans nos travaux, effectivement, dans un article, on explique comment le produit local devient un marqueur mémoriel. Quand on demande à des gens de nous raconter leurs souvenirs de vacances par rapport à un produit alimentaire, ne serait-ce que le fait de se le remémorer fait qu'il a été... qui va être inscrit pour longtemps dans la mémoire. Et donc, on a eu dans nos études des exemples assez savoureux, parfois des contre-exemples, où vous aviez une personne qui disait « Je suis allée à Arcachon, je voulais manger des huîtres ». Alors, elle commence à nous décrire en disant « Voilà, l'huître, là, avec le petit verre, avec le producteur qui ouvre l'huître, et le petit verre de vin à côté. J'ai pas pu. Elles étaient impropres à la consommation. Quand il y avait une algue, j'ai pas pu. Ça a gâché son séjour. » Clairement, c'est une des premières choses qu'il nous a dites. Donc, et au-delà de soucis, alors qu'il y a un souci sanitaire, on connaît bien malheureusement les soucis qu'il peut avoir, même s'ils sont de moins en moins réguliers avec les problèmes d'eau sur le bassin, ça veut dire à l'inverse que, sans être dans la caricature, que ça soit général, si le professionnel qui sont ici se loupe sur l'accueil ou sert mal ce touriste, on peut retourner évidemment ce qui aurait dû être un avantage en un gros inconvénient. Et tout à fait. Alors vous parliez totalement, alors ça m'a fait sourire, je l'enseigne à mes étudiants. Effectivement, il y a le niveau de satisfaction et au-delà, vous avez parlé de très satisfait, au-delà, il y a le ravissement. Atteindre le ravissement chez le client, c'est le Graal. Et effectivement, il faut intégrer, vous l'avez dit, des éléments de surprise, un petit effet waouh. Qui implique de la part du producteur ou du professionnel, peut-être parfois de se renouveler. Ce qui me fait rebondir sur ce que vous disiez, non, faire payer n'est pas un frein. Parce qu'encore une fois, ça va être anticipé. C'est comme un musée. Un musée, c'est pas gratuit, on le paye. Et donc là, il y a une démarche de la part du client, du consommateur, qui est vraiment acceptée. Alors, il faudra qu'il en ait pour son argent. Mais de l'autre côté, comme le producteur fait payer, finalement, il va être au petit soin. Et donc, tout ça se fait en parfaite harmonie. Oui, j'arrive tout de suite. Est-ce que cette quête du ravissement, encore un joli mot qu'on va garder en espérant que ça soit du ravissement de nous suivre, est-ce que Antonin, justement, il est en train d'inaugurer une voie qui a été aussi ouverte par le château? C'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé de rajouter du contenu? Et quel contenu? Parce que là, on parle carrément d'une scénographie, 15 minutes de spectacle. On est en train de rajouter autre chose. On l'a vu tout à l'heure, même si il est en train de créer des espaces d'accueil. On n'est pas en train de leur faire changer de métier à ces producteurs? Alors, peut-être, mais regardez comment se sont transformés nos musées. Aujourd'hui, il y a de vraies scénographies, une vraie théâtralisation dans les musées. Il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, le consommateur, l'individu, veut de l'expérience. D'accord ? J'enseigne le marketing expérientiel, donc on le sait bien en marketing expérientiel. Aujourd'hui, l'individu veut de la surprise, veut être ravi, veut vivre des émotions. Et vivre des émotions, alors attention, on peut modérer aussi. Vivre des émotions, ça peut être pour certains aller chercher le poisson au cul du bateau. C'est un moment exceptionnel. Donc on n'est pas obligé de tout scénariser, c'est pas vrai. Mais c'est aussi, ça peut être un spectacle. Ça peut faire partie de la chose. Mais attention, les émotions peuvent être très bien vécues avec la rencontre avec un producteur. Allez, puis pour les producteurs d'huîtres, s'il y en a qui nous suivent, on salue Olivier Laban, leur président sur Arcachon. On peut aussi aller avec des plates, chercher les huîtres au banc d'Arguin ou ce qu'il en reste à plein d'endroits. Cécile, vous vouliez répondre et puis je viens vers vous, Pauline, une réponse. Oui, je voulais rebondir sur les saveurs, mais l'émotion, ça me parle aussi beaucoup. Nous, on organise par exemple des pique-niques à la ferme. C'est pas juste un panier pique-nique qu'on va manger sur un banc. Avec de l'huile ? Avec des noix, pas mal de noix, et beaucoup de produits locaux. Mais ça va parler aussi, je pense, à ceux qui ont visité des fermes. Nous, on accueille donc les gens dans notre verger de noyers. Il y a 20 hectares de noyers en plein été. C'est très ombragé, très calme. Les gens vont passer 2-3 heures là, ils n'ont plus envie de partir. Et parfois, il y a un petit chevreuil qui passe au bout des rangs. Mais franchement, c'est pas scénographié comme chez Antonin. Pour certaines personnes, c'est un truc de fou. C'est pas un acteur, le chevreuil. Il n'est pas prévu qu'il passe. Non, alors on essaie, mais ça n'a pas réussi encore. D'accord. Mais même juste se balader, voir les chiens de la ferme. Oui. Il y a des gens qui ont pas cette chance de vivre en plein air comme ça, c'est fabuleux. Mais voilà, ce que je voulais pointer, c'était au-delà de créer une expérience émotionnelle. Moi, je pense qu'on a vraiment un rôle, et nos amis de l'ANA ne veulent pas me contredire, c'est leur raison d'être, pour faire connaître les saveurs, mais les vraies saveurs. Alors, l'huile de noix, moi, c'est mon métier, je connais. C'est très mal connu. C'est un produit absolument délicieux, très, très mal connu. Donc, notre rôle, c'est de faire découvrir, Antonin et moi, qu'est-ce que c'est que le vrai goût de l'huile de noix. Et c'est pour ça aussi qu'on fait payer les visites. C'est parce qu'on est très généreux dans la dégustation.
on fait déguster toutes nos huiles, tous nos produits à base de noix. Donc ça, effectivement, ça a une valeur, c'est précieux pour nous. Et voilà, le peu d'argent qu'on demande, ça reflète l'importance de ce produit un peu trésor pour nous et pour la région. Et elle a raison, goûter les huiles de noix comme il faut goûter les huiles de pays et de terroir parce qu'il y a toujours des goûts extraordinaires et on a raison de comparer ce travail-là au travail des vignerons et des viticulteurs. Pauline, on va revenir vers vous, Pauline Ablot. En tant que déléguée régionale sud-ouest de l'association Entreprises et Découvertes, c'est un moment paradisiaque pour vous, tout le monde enthousiasme, on dit que c'est formidable. Je vous voyais réagir quand même. Vous voulez modérer peut-être ? Oui, non, tout à fait. En fait, je voulais juste faire une petite précision. Vous avez tout à fait raison. On appelle le tourisme de savoir-faire un tourisme beaucoup plus global qui englobe également l'industrie. Pourquoi ? Parce que vous avez tous très bien parlé d'expérience. L'expérience, elle est au cœur même de l'entreprise. L'entreprise, c'est à la fois un objet, un acteur économique, mais aussi un acteur culturel. L'entreprise, elle est bourrée de sens. En termes sensoriels, il y a du bruit, des odeurs, des couleurs. Elle vit perpétuellement. Aucune minute ne se ressemble. Et c'est ça, avant toute chose, qui intéresse le public. Et je rebondis aussi sur l'aspect de scénographie, qui peut être très intéressant, qui peut compléter de manière pertinente un parcours de visite. Mais avant toute chose, ce qui est important de savoir, c'est qu'au-delà du fait que le tourisme de savoir-faire, c'est un tourisme économique, un tourisme culturel, un tourisme de proximité. En Nouvelle-Aquitaine, d'ailleurs, 65% du public de proximité, parce qu'il vient de la région, dans les plus de 500 entreprises qui s'ouvrent au public de la région. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est un tourisme qui est aussi humain, avant toute chose. Et on observe notamment qu'est-ce que vous voulez dire, tourisme humain ? Une visite d'une entreprise qui ouvre ses portes au public, elle est pertinente, elle est efficace, elle crée une vraie expérience visiteur quand on a un contact direct avec les travailleurs, qu'on a des anecdotes, qu'on a un guidage naturel, authentique. C'est ce que cherche le visiteur. On ne cherche pas un endroit figé, inerte. On veut un contact réel, humain. Donc c'est important aussi de parler de tourisme humain avant toute chose, au-delà de l'aspect culturel et économique qu'il y a derrière. Antonin, je reviens vers vous. On a deux huiles qu'on va déguster tout à l'heure, c'est une obligation pour les comparer. Je suis sûr qu'elles sont au même niveau. Vous êtes sur le premium, vous le revendiquez. On peut, et on fera la même chose avec vous tout à l'heure, Cécile, on peut dire le tarif de cette huile dans ce flacon qui doit faire quoi, 25, 30 centilitres 25 centilitres. 25 centilitres. C'est un prix grand public. Oui, bah oui. On est autour de 15 €. 15 €. Ouais. C'est un choix assumé dans votre démarche de marketing, de business, comme l'est votre parcours, et on en reparlera tout à l'heure sur l'investissement que vous avez fait. Pourquoi vous choisissez justement, pour en plus l'ouvrir au public, d'être sur un marché premium ? Mais tout simplement, en fait, on est parti un peu d'une feuille blanche au début et on s'est rendu compte que l'huile de noix, justement, j'appuie vos propos, dans beaucoup de régions en France, c'est complètement méconnu. Beaucoup de personnes ne savent pas aussi comment l'utiliser, comment la conserver. Et en fait, il y avait pas mal de problématiques sur lesquelles répondre. Et en fait, nous, comme on est jeunes et en plus, on n'est pas issus... Arrêtez de le répéter, ça va devenir énervant pour ceux qui sont un goût. On n'est pas issus du milieu de la noix. On n'était pas forcément légitime pour s'appeler moulin de quelque chose, etc. Donc en fait, on a essayé directement de faire une marque, je dirais, qui casse pas les codes, mais où si c'est notre volonté, il faut l'assumer. C'est ce que j'ai vu. Oui, enfin, il y avait une volonté de s'exposer. Voilà, exactement. Donc ça a commencé par notre image de marque avec Beaucerno, et puis derrière, il fallait qu'on fasse aussi un produit où on va chercher un peu de jeunesse. Allez, je plaisantais. Non, ouais, donc on s'est vite mis sur le créneau du monovariétal, de la première pression à froid. On a voulu aussi avoir un packaging que n'avaient pas forcément les autres producteurs. Donc vu que c'est une huile qui est très bonne pour la santé, on a voulu rappeler ce petit côté apothicaire. Voilà, donc c'est petit à petit... on a réussi à tout simplement composer, on va dire, des pièces qui ont fait un puzzle à la fin où on avait cette volonté justement de s'afficher comme une marque qui... Votre démarche doit parler à une Charentaise, parce que je vais lui parler d'un produit qui est fait à Bouteville. J'ai l'impression de re-entendre le lancement des produits. Ça vous fait penser à la chose ? On est d'accord, c'est marrant, parce que même la forme de la bouteille, pour les gens qui nous suivent, on vous invite évidemment à découvrir ces baumes de Bouteville qui sont magnifiques. Il y a 4 goûts maintenant, voire 6. Je vous propose, puisqu'on est dans le premium, qu'on reparte en voyage. On va aller découvrir des gens qui font effectivement du premium. Vous allez comprendre pourquoi. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Got that smile upon my face, 'cause
There's excitement in the chase, this I know. Bienvenue au domaine de caviar de Neuvik. C'est une entreprise qui a été créée en 2011 par notre actuel PDG, Laurent Desvalanges. Il voulait monter une entreprise, une pisciculture sur l'esturgeon pour produire la meilleure qualité de caviar possible. On peut vraiment dire ici que tout est bon sur l'esturgeon. Un parcours qui dure entre 1h et 1h30, qui permet de rentrer en contact avec les esturgeons, de comprendre le mode d'élevage qui est assez long, puisqu'on élève des esturgeons pendant une dizaine d'années pour les ossiètres. Et puis enfin de comprendre leur alimentation, leur milieu de vie et d'aller au contact des poissons, les caresser si c'est pour les gens qui le souhaitent. C'est indispensable quand on est producteur et surtout quand on est distributeur de nos produits, puisqu'on distribue 75% de nos produits en circuit court. Ça veut dire qu'on a une marque, on a des valeurs et on a besoin de les partager, de les faire connaître. Et la visite de notre domaine est un très bon moyen de partager nos valeurs. C'est la première fois que je découvrais le domaine du caviar. C'est vrai que c'est une belle expérience, c'est un beau domaine, c'est dans la nature, c'est au calme. En 3 petites bouchées. Le premier, c'est juste pour habituer le palais au sel. Vous attendez 30 secondes et après vous allez découvrir les arômes. L'idée, c'est de montrer notre métier, mais c'est aussi de faire découvrir le caviar, qui est un produit assez méconnu en France. 20% de la population qui en mange occasionnellement, et beaucoup de gens qui n'en ont jamais goûté. Donc c'est la majorité de nos visiteurs. J'en ai jamais mangé de ma vie et là c'était vraiment une première, donc j'ai beaucoup aimé ça. Je recommanderais fortement cette visite à mon entourage, ou à mes amis, ou à ma famille. On va développer la restauration, des activités plus ludiques autour du toucher, de l'esturgeon, de la nourriture des poissons. Une mini-ferme également sur le site pour mieux faire patienter les enfants ou les gens comme ça en attendant le départ de leur visite. Et augmenter encore notre service aux entreprises, puisqu'on reçoit beaucoup d'entreprises, et aux VIP, puisqu'on a des gens qui viennent, ça nous est arrivé que des gens viennent de Hong Kong pour faire la visite ici. Allez, on n'est pas à Hong Kong, on est à La Rochelle, mais c'est très sympa aussi. La météo est à peu près la même aujourd'hui en plus, ça qui est chouette. Bienvenue de nouveau sur ce plateau chez Léa Nature, un plateau où on parle de gastronomie et de tourisme. On vient de le voir avec le premium qui va très bien et on l'a vu avec Beaucerno, on vient de le voir avec le caviar. On vient d'entendre parler de partage des valeurs. Je sais que ça va parler à notre prof de marketing ici présente. J'ai envie de vous interroger, Sylvie Alem, par rapport à la coopérative Château de Montbazillac, parce que ces valeurs, elles sont transmises chez vous par les coopérateurs, 48 professionnels qui sont obligés, entre guillemets, de donner du temps et de recevoir le public. Est-ce que ça s'improvise? Est-ce qu'on les forme? Alors oui, je dirais qu'ils sont tous les jours en saison, juillet et août. On demande à nos vignerons de venir sur le site du château. Alors ils se relayent, je rassure, il n'y a pas les 48 en même temps. Non, il y en a une vingtaine qui participent à cette activité. Donc ils ont 8 interventions sur la journée, donc 4 thèmes. Et ils doivent parler de l'architecture du château de Montbazillac. Donc il y a une trame, bien sûr. Ils ont aussi un petit saisonnier parce qu'en saison, on embauche 15 petits jeunes qui nous aident à la dégustation, qui sont là pour nous aider. Donc ensuite, il y a un volet environnemental, bien sûr, où ils parlent pourquoi du HVE, du bio, pourquoi on traite moins. Environnement et vigne, pour le coup. Environnement et vigne. Ensuite, un volet robot, alors ça s'appelle Robocop, parce qu'on a un robot qui travaille les vignes qui sont devant le château, et c'est un robot qui travaille en autonomie avec les satellites. Bon, peut-être qu'un jour ça sera démocratisé, mais pour le moment, il va et il revient. En plus, vous travaillez étroitement avec un lycée professionnel voisin, il y a une volonté de s'ancrer dans le local? Bien sûr, oui. Donc c'est suivi par un lycée technique, une classe qui fait de la recherche, ils nous aident, et une entreprise de la région qui construit ce que le lycée leur propose.
Alors justement, ces professionnels qui sont plutôt habitués à faire du bon vin, comment ils deviennent des bons guides de patrimoine? Oui, Il y a des formations l'hiver? Pas du tout, non. Et le 4e volet, ils sont là pour parler d'eux-mêmes. Pourquoi je suis vigneron? Pourquoi je suis vigneron coopérateur? Pourquoi qu'est-ce qu'une cave coopérative? Et une fois que vous avez fait une journée, vous arrivez à parler de tout ça. Bon, l'environnement, ils connaissent. Après, ils comparent le robot à leur tracteur. Enfin, je veux dire, toujours quelque chose à dire sur une expérience que l'on vit, que l'on connaît et que l'on est là pour transmettre. Et puis, les touristes sont très réceptifs. Ils posent beaucoup de questions. Enfin, c'est un échange. Toujours pertinente, je suis sûr. Toujours pertinente. Plus ou moins, mais non, oui. Je vous ai vu rire. On en parlera. Il faut les écouter. Il faut écouter aussi les personnes qui viennent. C'est vraiment un échange. C'est passionnant, les discussions. Et je rajouterai quelque chose. Je vous allez dire, elle est directive, mais je tiens à ce que nos jeunes, alors, on a des jeunes aussi à la cave de Montbazillac, s'impliquent dans ce domaine parce que, je vous dis, on est une coopérative et il faut arrêter d'avoir cette image de la coopération où on pose notre raisin à l'entrée de la coopérative et après on part en vacances, on reste chez nous. C'est pas du tout notre objectif à Montbazillac. On veut que les gens aillent jusqu'au bout. C'est ce qu'on voit. Okay. Et qu'ils se rappellent du moment plaisir quand ils ouvrent une bouteille. Cécile Vidal, c'est important, vous venez de nous dire quelque chose, évidemment, c'est la première des choses, accueillir les gens chaleureusement, c'est de les écouter, hein, pas forcément que de leur parler. C'est ça. Justement, on en parlait tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils vous disent, quand vous leur dites, vous êtes venu me voir, pourquoi? C'est quoi leur première motivation quand ils viennent sous les noyers? C'est surtout comprendre notre métier, comment on produit des noix en bio, comment on les récolte et comment on en fait de l'huile de noix. C'est très simple. C'est un moteur clair, ça, cette quête de sens, c'est de mieux comprendre ce qui arrive là. Oui, alors bien sûr, mais après, bon, c'est pas clairement formulé, mais symboliquement, en anthropologie, quand on avale un aliment, c'est aussi pour s'imprégner du lieu. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Lévi-Strauss. Hein, donc voilà. Mais on en est là finalement. Alors, c'est pas dit de cette manière-là, mais quand on interroge les gens, oui, je ne peux pas faire autrement que de manger le produit local, mais c'est aussi quelque part pour mieux comprendre, de manière très symbolique, d'être plus imprégné de la région qu'on visite, et donc ça participe bien évidemment à enrichir l'expérience pour le client. Donc, aller à la source. Et donc, vous avez parlé tout à l'heure d'authenticité. Donc c'est un mot un peu à la mode, hein, ainsi, mais c'est. Mais il est repris dans des enquêtes sur lesquelles vous avez travaillé. Il revient le mot authenticité. Quand je le fais étudier à mes étudiants, ils déchantent parce qu'ils se rendent compte que c'est très compliqué l'authenticité. Mais cette part d'authenticité touristique qui est demandée, revendiquée par les individus aujourd'hui, elle passe par de la proximité, proximité perçue avec le produit, proximité perçue avec le producteur. Et c'est les échanges. Et c'est ça qui fait tout. Donc, et ça, c'est pas nouveau. Je veux dire, on a tous vécu le moment où on était fiers de ramener un produit à la maison, chez des copains, et de partager. Ah, mais je connais le producteur, ce petit fromage de chèvre. Voilà, il est super bon, c'est sûr, mais il est encore meilleur parce qu'on est allé le chercher soi-même. Il y a une histoire à raconter. Alors, sachant que souvent, le produit qu'on ramène est parfois moins bon une fois rentré que sur place. Mais ça aussi, ça participe parce qu'il y a un peu moins de magie, on n'est plus dans l'ambiance. Et donc, c'est en se remémorant cette histoire, quand il y a eu des liens comme ça, voilà, ça le fait rester très bon, bien évidemment. C'est ça. Antonin Sanchez, alors vous emmenez de l'histoire, vous l'écrivez, l'histoire. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu du modèle économique et puis on va revenir aussi à Pauline parce que là, on est un peu chez les bisounours, tout se passe bien, les produits sont là. Mais à un moment, il faut un petit peu aller montrer le plan d'investissement aux banquiers ou à des partenaires. On peut rentrer dans le détail de ce que vous avez fait, puis on le fera aussi avec vous, Sylvie. Là, vous avez parlé tout à l'heure des 5 hectares, des 300 mètres carrés, tout ça, ça ne se fait pas avec rien. Vous avez fait comment et c'est quoi le budget d'investissement sur votre projet ? Alors, en toute honnêteté, je ne le connais pas exactement, puisque le projet a été monté avec Charlotte, avec qui je travaille, qui est sur la partie agricole. Moi, je suis vraiment sur la partie Beaucerno, côté marque et sur le circuit touristique. Et c'est un projet familial de son côté. Donc, je sais que ça s'est passé par le rachat d'une noyerie, tout simplement, pour qu'on puisse faire nos propres produits, puisque nous, on voulait être, avant d'être transformateur, producteur. Et ensuite, il y a eu l'acquisition d'une ancienne ferme sur laquelle, effectivement, des frais ont été engagés, notamment pour la restauration. L'accueil du public. L'accueil du public. Il y a eu avoir des ERP, on en parlera peut-être. On peut peut-être très technique, mais il faut que les professionnels le sachent. On ne peut pas ouvrir tout et n'importe quoi. On va en parler avec vous aussi.
Il y a eu 3 ans de travaux au total, et puis surtout, c'était bien de remettre les bâtiments en état, de refaire vivre le lieu, mais surtout ce qui était important, c'est d'investir sur ce qu'on y fait dedans. Ouais. Donc il y a eu beaucoup d'investissements au niveau de machines agricoles, tout d'abord pour produire nos propres produits, mais aussi avec tout ce qu'on a mis en marche pour la visite. La scénographie, on le disait tout à l'heure, mais aussi l'espace dégustation. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Ce qui est très sympa dans la partie de la dégustation, dans la visite, c'est que nous, on propose une visite guidée, donc forcément, les gens sont assez à l'écoute. Mais le moment de dégustation, c'est vraiment la libération de parole. Et des groupes qui ne se connaissaient pas avant de commencer la visite discutent aussi énormément entre eux. Et c'est ça aussi qui est hyper sympa. C'est le fameux humain dont on parlait avec Pauline. Oui, tout à fait. Prix d'entrée ? Alors nous, le prix d'entrée, il est à 8 € pour une entrée adulte. On fait également un tarif pour les 12 à 17 ans qui est à 5 €. Et en dessous de 12 ans, c'est offert, c'est gratuit. On peut parler, alors merci beaucoup de cette franchise, parce qu'on n'a pas le chiffre d'investissement, je peux comprendre, je reviens à vous Cécile. Sylvie, c'est un peu plus ancien entre guillemets en matière de l'investissement. Si ça n'avait pas été une coopérative, ça aurait été possible, à l'échelle d'une propriété, on ne peut pas se permettre ce genre. Voilà. Dites-nous un peu justement comment vous avez financé et ce que ça a coûté. Alors oui, à l'échelle d'une propriété, on peut pas. Alors nous, on vient de mettre là il y a 2 ans 2 millions d'euros pour modifier tout le circuit, tout le parcours. Ouais. Alors après, on a une entrée à 11 € où on accède à tout le parcours. Une entrée à 16,50 € où on propose une dégustation de 3 vins. Ouais. Et c'est un sommelier qui est formé pour ça et qui vous fait la partie vision, olfactif, enfin qui vous commente les vins. Et après, on a... le problème chez nous, ça a été surtout les locaux qui étaient habitués à venir sur le site et qui n'ont plus pu rentrer. Et ça, c'est vraiment un problème parce qu'ils mettent des commentaires vraiment pas sympas. Et donc, on a créé le pass ambassadeur à 23 €, je crois. Oui, 23 €. Et ça leur donne accès à l'année. Voilà. Et puis, comme ça, ils contribuent aussi à maintenir un patrimoine. Je reste dans cette idée d'investissement, de business plan. 2 millions d'euros à l'échelle de pour le relativiser, à l'échelle de la COP. Rappelez-nous le chiffre d'affaires de l'année. Alors, le chiffre d'affaires de la coopérative, c'est 10 millions d'euros. Et la partie tourisme ? Mais la partie tourisme, on fait environ 1 200 000 € de chiffre d'affaires. Donc 12% avec le tourisme. Et 450 000 € d'entrée château. Ok. C'est 1 pour 3. Ça veut dire que vous avez un panier moyen d'environ, on en parlait en préparant, d'environ 30 €, ce qui est pas mal. 30 €. Ouais. Ça correspond environ à une valisette de 3 bouteilles. Alors, pour le grand public, parler de panier moyen, c'est pas péjoratif, c'est juste qu'on calcule, et c'est important, et on va en parler avec vous, Pauline, ce que peut rapporter, ce que vous, quand vous vous déplacez, que vous allez acheter, vous le partir avec une bouteille ou avec deux petites magnifiques fioles d'huile de noix Charente toute Dordogne, vous participez à ce panier moyen. Ces business plans, ils sont difficiles ou c'est facile maintenant à monter compte tenu de cette évolution du tourisme dans l'entreprise? On en est où là? Est-ce qu'on est encore accueilli avec un petit peu de recul, comme Antonin le racontait, ou est-ce que c'est un peu ouvert? Alors, c'est difficile de donner une réponse claire à cette question, dans le sens où ça dépend aussi de l'ambition de l'entreprise. En termes d'investissement, c'est très variable. Ça peut être Tout le monde n'est pas obligé de faire 2 millions pour se lancer, on est d'accord? Exactement. Ça, c'est très important à dire. On peut ne pas faire d'investissement. On peut en faire beaucoup. Tout dépend de l'ambition de l'entreprise et ce qu'on veut donner. Mais ce n'est pas une condition absolue pour faire une visite d'entreprise qualitative, intéressante et qui va attirer du public. Ça, il faut bien le savoir. Je vous en prie. Allez-y. Okay. En termes des enjeux, les entreprises elles sont motivées à accueillir du public. Vous l'avez très bien dit, pour procurer une expérience, valoriser des métiers, attirer aussi sur des métiers, communiquer sur des enjeux, des savoir-faire, une histoire, une culture économique. Et avant toute chose, pour 75% des entreprises, c'est l'enjeu commercial qui arrive en premier. Donc le tourisme de savoir-faire, il faut savoir que ça peut être vraiment générateur d'un réel centre de profit. Parmi les entreprises de l'agroalimentaire notamment, 75% d'entre elles, elles monétisent cette visite d'entreprise. Le ticket moyen d'entrée pour une entreprise dans l'agroalimentaire, en France, c'est 7,30 €. Ça, il faut le savoir aussi. Donc, c'est quelque chose, ça génère également un centre de profit. Et in fine aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que 93% des entreprises de l'agroalimentaire qui se visitent en France disposent d'une boutique. Dans cette boutique, postérieurement à la visite, vous le disiez tout à l'heure, on va consommer, ramener un petit souvenir qu'on aura le plaisir de partager ultérieurement. Ça crée aussi un visiteur qui devient consommateur, mais aussi ambassadeur d'une entreprise, un réel prescripteur. Donc là aussi, il y a un réel intérêt.
Il faut savoir que dans ces entreprises de l'agroalimentaire, on constate plus 40% d'augmentation du panier moyen postérieur à la visite par rapport à une boutique sans visite préalable. Je pense qu'on va venir vers chez Cécile qui va nous parler des noix, mais on a un exemple ici international d'envergure. Évidemment, c'est le Maison de Cognac. Il suffit d'aller voir les parcours de visite extraordinaires signés par les plus grands artistes la plupart du temps, que ce soit chez Elsie Martel et autres qu'on ne va pas tous les citer, Rémi Martin. Voilà, ils ont mis des moyens considérables et évidemment qu'il y a de l'image de marque, mais il y a aussi un gros travail en boutique qui plus est sur un marché qui est peu en plus française. C'est ça qui est intéressant à signaler. Et j'en profite parce que c'est pas que les grandes maisons. Il y a dans la salle une boutique qui est ici qui fonctionne. C'est la maison Normandin que j'ai saluée tout à l'heure, qui a un cognac de La Rochelle. Vous voulez réagir par rapport à ça? Est-ce que vous me confirmez qu'on n'est pas effectivement obligé de mettre des moyens démesurés et on peut faire de l'accueil dans un petit chai bien aménagé? Ou est-ce qu'il y a quand même des choses, des passages obligés? Alors justement, ce que je voulais dire, c'est qu'on sent un très fort soutien des citoyens, puisque quand on fait des collectes de fonds auprès des particuliers sur des projets de tourisme alimentaire à la ferme, pour ce qui me concerne, on voit vraiment un engouement. Donc les gens ont envie de soutenir ces projets, ils y croient. Les banques, je ne sais pas, ils ne sont pas là. De partenariats financiers? Oui, sur du crowdfunding, de levée de fonds. Type Mimosa ou autre? Oui, exactement. Mimosa fonctionne très bien. Pour vous avez fait ça, vous? Oui, moi j'ai fait ça. J'ai dû faire ça. Super. Ouais, très bien marché. Et donc il y a aussi la région. Alors je connais la région Nouvelle-Aquitaine, qui est également un vrai soutien pour les projets d'agriculture, d'agritourisme. Les banquiers ne sont pas là aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils soutiendraient ces projets. Ouais. Franchement, c'est assez acrobatique, nos modèles économiques, en tout cas de tourisme à la ferme. Quand on n'est pas dans des produits de luxe, au caviar, cognac, ça peut être effectivement très fragile. Donc l'intérêt de l'entraide, soit dans des coopératives, soit des associations de producteurs, l'entraide au sein d'un réseau comme Bienvenue à la ferme, elle est essentielle. Mais c'est possible de trouver du soutien, c'est possible. Pauline, une réponse sur les banques peut-être? Vous avez un retour d'expérience? Si les banques sont quand même attentives sur des gros sujets ou pas trop par rapport à ce que vient de dire Alors, les banques, je ne pourrais pas vous parler des banques là, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Entreprises et Découvertes, on œuvre pour le développement de la visite d'entreprise, ça vous l'avez compris. Mais si ça fonctionne si bien, c'est parce qu'aussi c'est un tourisme qui est de plus en plus grandissant, de plus en plus plébiscité, et aussi parce qu'on a une réelle aide, une réelle collaboration avec les régions, notamment la région Nouvelle-Aquitaine et le comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine, qui vraiment est très attentif à cette filière et se mobilise énormément là-dessus. Et ce n'est pas pour rien que la Nouvelle-Aquitaine est aussi dynamique et a de nombreuses perspectives, notamment de développement sur ce tourisme-là. C'est bientôt Noël, mais c'est déjà à la fête pour la Nouvelle-Aquitaine sur ce plateau. Sylvie. Oui, je voudrais juste rajouter qu'on a été aidé, et donc M. Bossour était venu chez nous aussi par le conseil régional, hein. On a été aidé aussi par le conseil départemental et on a mis autant d'argent, enfin, c'était 200 000 € à chaque fois, et on a mis aussi 200 000 € pour les établissements, pour le handicap. Ça faisait partie de notre investissement, mais c'était incontournable. Et donc on essaie, parce que si vous voulez, on a un président, une coopérative, et alors moi je suis vice-présidente aujourd'hui après avoir fait pas mal de présidences, mais le président est responsable pour tout le monde et donc on se doit d'être aux normes. Donc c'est peut-être un petit peu différent par rapport à un vigneron ou à un producteur indépendant, parce qu'on est constamment contrôlé et on se doit d'être dans les normes de l'ERP. C'est pour ça que j'avais glissé ce mauvais mot de RP tout à l'heure, sans dire sans définir. Merci de le faire, c'est ce qui nous permet de mettre du public dans des installations. Oui, Maria Salvador. Oui, je voulais rebondir. Donc c'est le côté encore des formations professionnelles et côté consommateur et client. Je crois que c'est le sujet. Allons-y. Ne nous excusons pas. Donc non, il ne faut pas des millions pour pouvoir créer quelque chose. Loin de là, il y a quelque chose dans l'expérience vécue. Qu'on enseigne quand on est en marketing expérientiel, qui est laisser le client vivre son expérience, le rendre acteur de son expérience. C'est ce qu'on appelle la co-création d'expérience. Et c'est l'exemple de la plateforme Blablacar. Blablacar, vous pouvez vivre l'expérience de deux manières. Ou vous dormez dans la voiture quand vous êtes passager, on vous a transporté d'un point A ou un point B, ou alors vous avez échangé en tant que passager avec les autres passagers de la voiture, avec le conducteur. Et quand vous interrogez ces personnes, elles auront, d'un point de vue objectif, vécu la même expérience, mais d'une manière complètement différente. Là, sur les expériences touristiques, c'est la même chose. Créer des ateliers, je l'ai vu tout à l'heure, on l'a vu dans la vidéo, avec des marrons, des châtaignes. Mais voilà, là, le client est acteur et va s'approprier
finalement son expérience et il va aussi, ça va participer à l'enrichissement. Et finalement, le producteur, il a juste proposé quelque chose, il a laissé faire les autres, et il a laissé faire ses clients et c'est fini. Justement, on va dire vers Pauline. Est-ce que Marielle, justement, la partie que je voulais qu'on aborde maintenant, c'est-à-dire comment je nourris ce qu'ils ont fait avec du contenu, comment je nourris l'expérience, jusqu'où je peux aller. Bon, on prenait tout à l'heure l'exemple des gens qui en estive reçoivent des gens, c'est tout juste qu'on peut pas, on ne traite pas, mais on participe à la traite, on va aller chercher les brebis. Je sais que sur certaines, il y a Eau la Vache, par exemple, qui est un organisme qui fait aussi travailler des touristes. Alors, jusqu'où on peut aller? Que dit la loi? On en parlait avec des vignerons hier soir. Il y a des châteaux qui proposent pour certains, entre guillemets, de faire des vendanges. Est-ce qu'on va aller jusque-là? Et avant de savoir si on va jusque-là d'un point de vue marketing, moi j'aime bien entendre les professionnels. Qu'est-ce qu'il est possible de faire en la matière pour ne pas être déclaré 10 personnes qui travaillent sur la ferme, même s'ils donnent qu'un petit coup de main, pour ne pas avoir d'ennui si malheureusement il y a un doigt qui part avec la grappe. Enfin, je caricature, mais voilà. Qu'est-ce que vous avez le droit de faire? Et bienvenue à la ferme, vous êtes bien placé pour nous dire ça. Alors, nous, on forme les agriculteurs au sein du réseau sur la partie réglementaire. Alors, ERP, on est aussi obligé de suivre la réglementation ERP. Même si je fais un peu de vente dans ma ferme. Si vous avez une boutique, si vous avez un espace boutique d'accueil, c'est obligé. Okay. Nous, honnêtement, à la ferme, il n'y a pas beaucoup d'activités expérientielles qu'on peut partager. Ça dépend des métiers de chacun. Est-ce qu'on peut aller ramasser les noix, par exemple? Voilà, donc c'est ce qu'on fait au moment de la récolte, des portes ouvertes. Les gens peuvent ramasser quelques noix, mais on ne peut pas leur faire conduire la machine qui ramasse les noix. Vous voyez, donc ça reste limité. Donc nous, on cherche vraiment le contact. Donc ils rencontrent le personnel. Nous, on travaille avec 3 salariés et mon père et moi. Et donc nos salariés sont dans l'atelier. Celui qui s'occupe de la presse à huile, il explique comment ça marche, il leur fait goûter. Donc c'est vraiment d'être au contact des équipements, des personnes, et puis ensuite du stock de noix, des séchoirs à noix, etc. Il y a plein de trucs super à voir sans être obligé de casser des noix. Il y en a toujours 2-3 qui vont aller nous casser des noix dans la boutique. Oui, je pense qu'il y en a qui doivent bien vous casser les noix, même certains touristes. Voilà, au propre, au figuré. Mais non, globalement, ils sont adorables. Mais ils adorent ça aussi, c'est vrai. Craquer des noix avec un vrai casse-noix, ce que nous, on ne fait plus, puisqu'on a la chance d'être semi-mécanisé à la ferme. Mais c'est chouette pour eux de visiter aussi la ferme et de voir... On parlait de premium tout à l'heure, je pense qu'il faut être très prudent. Premium, ça ne veut pas dire produit de luxe. C'est la qualité premium, mais c'est le vrai prix des choses. Vous voyez, avec tout ce qu'on entend, je pense que c'est important de le rappeler. Tout ce qui sort de la ferme, c'est forcément du premium. La qualité des matières premières, la traçabilité, le savoir-faire, franchement, on ne peut pas trouver mieux. Après, je pense qu'on vend au bon prix. Là, ça se saurait. Si on roulait tous sur l'or, ça se verrait. On vend au bon prix. Parfois, on ne fait pas suffisamment attention à nos coûts de revient. On disait ça ne coûte rien, effectivement, peut-être d'ouvrir un espace de vente, mais si, parce qu'il faut s'en occuper. Et ce temps-là, nous, les agriculteurs, on est nuls, on ne le compte jamais. Combien de temps je vais passer à accueillir les personnes sur ma ferme? Donc vous voyez, il faut faire attention à cette partie un peu. Entre le luxe et le premium, il y a une vraie différence pour moi. Merci de cette précision sémantique. Pauline Ablot, c'est un vrai sujet, parce que tout à l'heure, on parlait de business plan, on parlait d'investissement. Là, on est en train de parler du temps homme. Et on sait que les exploitants agricoles, déjà, ils ne sont pas vraiment habitués à compter le temps homme déjà sur l'exploitation. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, ou si on le prend en compte, on est mort dans nos calculs? Comment ça marche là, par rapport aux entreprises Non, pas du tout. Et justement, je rebondis juste sur le caractère investissement, puisqu'on parle beaucoup d'investissement de matériel. La visite d'entreprise, donc comme on l'a dit, il n'y a pas vraiment d'investissement à faire ou ne pas faire. Ça, c'est au bon vouloir de l'entreprise. En revanche, ça ne s'improvise pas, la visite d'entreprise. Pour avoir une visite qualitative, une vraie expérience, transmettre, partager, ça c'est quelque chose qui se prépare, qui s'optimise. Et c'est vrai que dans cette préparation-là de la visite d'entreprise, on doit penser à quel parcours, qu'est-ce que je vais dire, quel contenu je vais diffuser, que ce soit oral ou médiatisé. Mais tout ça fait partie des choses à anticiper. Quelle gestion humaine, quelle gestion logistique aussi, comme vous dites, préparer. Quel modèle économique? Est-ce que ma visite d'entreprise, elle va être payante? Si oui, à quel prix? Quelle va être la réservation que je lui accorde? Est-ce qu'il y a des périodes d'ouverture, de fermeture, des créneaux dédiés? Donc tout ça, c'est quelque chose qui se prépare et qui se fait au cas par cas, selon l'ambition de l'entreprise. Et concernant tout ce qui est réglementaire, puisque c'était un peu le cœur de votre question. Alors, comme vous le dites très bien, la partie boutique, qui est vraiment dédiée à un accueil du public, relève de tout ce qui est réglementation ERP. En revanche, quand on va au cœur de l'outil de production, si je vais vraiment au cœur de l'usine, par exemple, là, c'est le droit du travail qui va s'appliquer. Donc, tout est régi par le droit du travail, au même titre que pour les salariés, les travailleurs qui travaillent au cœur de l'usine.
Et concernant voilà, le caractère assurance, vous en parliez tout à l'heure, il se passe un accident. Là, c'est aussi important d'avoir une assurance. Il y a une assurance qui est dédiée à ça. Et voilà. Pour les professionnels qui nous suivent, on les remercie. Je vous le rappelle, vous pouvez même partager cette vidéo après avec des collègues, des confrères de la famille, si vous avez envie d'échanger. Ils peuvent se tourner vers qui? Donc, on a entendu Chambre d'agriculture, on a entendu Région Nouvelle-Aquitaine. L'association joue ce rôle-là? Vous êtes sur la promotion aussi? Ou est-ce que vous pouvez aussi renseigner des gens intéressés? Est-ce qu'on peut... Oui, tout à fait. Alors l'association Entreprises et Découvertes, donc c'est l'association nationale de la visite d'entreprise qui œuvre pour son développement de cette filière du tourisme de savoir-faire, sa professionnalisation et sa structuration. Donc on agit notamment en collaboration, comme je vous l'ai dit, avec des régions, des territoires. Donc tout un maillage vraiment bien établi pour être le plus opérationnel et le plus proche des besoins possibles pour régler les contraintes. On communique sur notre site internet avec des guides du routard de la visite d'entreprise. Il y en a un d'ailleurs en Nouvelle-Aquitaine que vous connaissez peut-être et qui fait la lumière sur toutes ces entreprises-là. Et on réalise aussi des missions d'accompagnement pour les entreprises qui souhaitent s'ouvrir au public, se professionnaliser pour leur apporter des conseils. Maria Salvador, moi j'aimerais qu'on voit comment tous ces efforts, je peux les mettre dans la durée. On parlait tout à l'heure de la déception d'Arcachon, on peut peut-être se faire envoyer une bourriche d'huîtres après, si ça n'a pas marché au mois d'août, avec malheureusement un petit défaut. L'inverse, j'ai fini mon huile de noix que j'ai achetée en Charente ou en Dordogne, je voudrais me réapprovisionner. Est-ce que le client, il est en train d'attendre ça et que les professionnels qui sont là, ils ont intérêt à fidéliser, à garder, à faire des newsletters, à avoir des sites en ligne? Qu'est-ce que vous regardez dans vos études avec ça par rapport à ce lien? Puisqu'on a parlé de l'humain, ça devient des amis presque. Après, on aime bien dire, c'est mon petit producteur. C'est toujours pas péjoratif, mais vous savez, c'est mon producteur de foie gras, je le prends toujours chez lui, mais quand tu fais, tu y vas, ben non, je le reçois. Il y a une attente. Je pense, à partir du moment où il y a ce fameux marqueur mémoriel, il y a de l'émotion qui va être revécue. Alors, ça peut créer une forme de nostalgie, mais attention, c'est absolument pas péjoratif. Donc oui, alors, on pourrait envisager du digital, donc de la vente à distance, mais soyons clairs, donc, ce qu'on avait montré dans cette étude, c'est que ce marqueur mémoriel est susceptible de fidéliser l'individu à une région. Et on avait mis en avant à l'époque une publicité qui mettait à l'honneur 2 régions. Il y en avait une sur la Bretagne et une autre sur l'Occitanie, dont je suis originaire. J'étais vous excusez déçue. Pas, vous êtes bienvenue quand même. Voilà, mais... et on faisait le parallèle, et autant cette mise en avant de la région Bretagne était fabuleuse parce qu'on voyait de la convivialité, du partage autour des crêpes, du cidre, tout ce qu'on peut, l'imaginaire qu'on peut avoir, parce qu'il y a aussi ça chez le touriste, il y a tout cet imaginaire, ces attentes qui peut-être pour le local sont presque du folklore, mais qui sont attendues. Quand vous pouvez faire une introspection quand vous allez, je ne sais pas, à l'étranger, vous avez des attentes. Les étrangers, quand ils viennent en France, ils ont des attentes. C'est pas le béret et la baguette, mais pas loin. Donc voilà, on est sur des stéréotypes de ce type-là. Et donc la publicité sur l'Occitanie à l'époque mettait en avant les châteaux cathares, des territoires fabuleux. Il n'y avait rien sur la gastronomie. Mais alors, pendant 2 minutes et demie, c'est long, 2 minutes et demie. Et c'est dommage. Et là, il y a un truc qui manque. Il faut bien comprendre, voilà, la gastronomie, il faut l'intégrer dans toute publicité aujourd'hui sur une région. Et il ne faut pas passer à côté, c'est trop bête. Cécile Vidal, qu'est-ce qu'on fait avec ce réseau, on a dit un des plus connus, le plus important? Il y a quoi? J'achète en ligne, je peux m'y mettre. Vous l'invitez à le faire à vos adhérents? Comment vous faites? Alors non, c'est pas spécifiquement une incitation. Il y a une réflexion sur le numérique chez vous. Oui, en Charente, par exemple, on a un grand projet qui s'appelle Pensée locale 16. C'est ça. Ben non, mais c'est pour ça que je voudrais qu'on en parle. Ouais, c'est très chouette. J'espère que ça va voir le jour cette année, en 2024, qui permettrait à chaque Charentais d'acheter en ligne auprès de plus de 200 producteurs en vente directe en Charente. Bon, c'est hyper compliqué, des plateformes comme ça. Il y a eu beaucoup d'essais et beaucoup d'erreurs. Il y a une banque verte qui avait essayé à un moment, je ne sais pas si ça existe encore. Oui, il y en a énormément. Ouais. Bon, nous, on a la chance d'avoir la puissance d'une chambre d'agriculture, même si on n'a pas forcément les moyens financiers, on a la capacité à fournir des bons produits. Donc on espère que ça va nous aider à fonctionner. Mais sinon, dans le réseau, il n'y a pas spécialement d'incitation. Il y a une vraie incitation à faire du bon, à gérer la traçabilité, à être réglo par rapport aux lois, à la réglementation sur l'accueil, sur la fabrication. Ça, c'est quand même très important. Sur les étiquetages, en Charente-Maritime, on est très accompagné par le CRIT agroalimentaire, qui est un très beau partenaire extrêmement
professionnel sur tous ces sujets réglementaires, mais pas que, sur la R&D aussi. Donc, Bienvenue à la ferme, c'est vraiment le cahier des charges. Qu'est-ce qu'on propose à la ferme ? Ça vient de la ferme, c'est fait chez nous, par nous. Le cahier des charges, c'est surtout ça. Après, le reste, c'est du plus. Et plus on va augmenter la capacité de ces agriculteurs, qui sont également des opérateurs touristiques, à faire encore mieux, et ben mieux c'est. Mais ça dépend un peu de chaque région, des besoins de chaque région. Sylvie Allem, numérique, qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce que justement, c'est un peu le paradoxe, on vient de parler du présentiel, de l'humain, du contact, et puis on est en train de dire, en fait, ma question, c'est comment vous les fidélisez, ces touristes-là, ces 60 000 que vous voyez, la chance vous avez par an, est-ce que vous gardez le contact? Alors, je dirais qu'on travaille actuellement sur la mise enfin la vente par correspondance, mais on ne l'a pas encore mis en place. Mais moi, j'aurais envie de rebondir sur l'AOC en réalité, sur ce que l'on appelle l'appellation d'origine contrôlée ou protégée aujourd'hui, parce qu'au-delà de s'occuper du château de Montbazillac, on s'occupe aussi de notre appellation. Et donc nous, c'est 2300 hectares, c'est 140 vignerons, c'est 8 millions de bouteilles, et donc on gère cette appellation avec un cahier des charges qui est à Bruxelles, avec lequel on se dispute souvent, avec des producteurs qui ont un produit. Et donc, ces producteurs sont... alors, dans le temps, on disait labellisés. Aujourd'hui, on déguste et on veut que la qualité soit au rendez-vous. Je veux dire, la personne qui va venir à Montbazillac, qui va repartir avec un vin de Montbazillac, eh ben, il faut qu'il en retrouve chez lui. Il faut dire qu'on a la chance d'être vraiment un maillage. Il y en a partout en France. Oui, mais c'est un vignoble qui est renommé, réputé, oui, bien distribué. C'est vrai. Continuons sur le label et entendons, si vous voulez bien, que disent les enquêtes consommateurs, la lecture du label par rapport à ça, Marielle Salvador. Il est attentif, il est passé à côté, il cherche plus le bio que l'AOP. Qu'est-ce qu'il cherche? Oui, c'est vaste. Parce que là, on a fait un éventail dingue de labels. Oui, alors il y a label, il y a aussi des marques régionales. En Savoie, ils ont la marque Savoie qui marche très très bien, qui permet d'identifier sous une même marque un certain nombre de produits que le consommateur d'ailleurs retrouve assez facilement. Alors, il y a beaucoup d'études en marketing sensoriel qui montrent qu'effectivement, quand il y a un label, eh bien, la personne va, notamment ça a été fait sur des légumes, il y a des perceptions hédoniques qui sont plus fortes. Mais bon, il faut faire attention. J'ai coutume de dire, et je l'avais dit dans un article, parfois le meilleur label, c'est le producteur. Donc, bon, j'aurais tendance à dire, voilà, il y a de la distance, le label, c'est une assurance qualité. Mais la meilleure assurance qualité, le consommateur va aller la trouver quand il aura vu le producteur sur place. C'est peut-être le secret du succès de notoriété ou moins de notoriété de Bienvenue à la ferme, parce que Cécile, on va être d'accord, et c'est pas dire qu'il y en a des bons et des pas bons, mais Bienvenue à la ferme, je ne sais pas si je vais tomber sur un très bon fromage ou un mauvais fromage. Enfin, il n'y aura pas de mauvais, mais un moins bon. Et il n'y a pas un label. Je veux dire, voilà, vous avez le panneau et comme d'autres peuvent l'avoir. Comme dans les AOP, c'est un cahier des charges en fait. C'est-à-dire que vous êtes sûr de la façon dont c'est produit. Après, le savoir-faire, les spécialités de chacun. Moi, je ne fais pas la même huile de noix qu'Antonin. Justement, c'est ça qui est chouette aussi, c'est la diversité de nos saveurs. Mais globalement, on sait que c'est quand même meilleur que ce qu'on va trouver dans un monde très industrialisé, très transformé. Allez, on va regarder un petit peu l'avenir, parce qu'on arrive au terme de cette table ronde. Antonin, vous êtes jeune, et on félicite de l'aide, vous allez voir, ça ne va pas durer. Et... non, je plaisante, parce que ça fait 3 fois que il est jeune, Antonin. C'est quoi, à J plus 5 ans ou A plus 5 ans, le projet de développement pour cette belle entreprise avec effectivement beaucoup d'ambition? C'est quoi le projet? Puis je viendrai vers vous, Pauline, parce que vous avez passé du temps à Paris à une rencontre nationale. Vous avez dû ramener des tendances aussi, j'imagine. Donc voilà. C'est quoi l'objectif à 5 ans? Alors l'objectif à 5 ans, c'est déjà en termes de produits de continuer à se développer sur le territoire national mais aussi international. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'on commence à avoir quelques importateurs à l'étranger. Et sur la partie plus touristique, c'est de continuer à développer notre parcours touristique, le mettre aussi à jour petit à petit. Nous, on sort de notre première saison estivale, hein, donc pour nous, c'était vraiment une année test et c'est ça qui est intéressant aussi d'être au contact des visiteurs. C'est qu'on a directement leur retour. C'est intéressant. Il y a déjà des petites évolutions sur le produit pour l'année prochaine? Oui, déjà, on avait tout fait un peu en dernière minute, donc on sait que la panautique, c'est quand même très important. On n'était pas tout à fait au point là-dessus, on le saura pour l'année prochaine. Et puis oui, quelques contenus, notamment sur un des films qu'on propose dans la visite, qui va être un peu revu, puisque
les personnes viennent l'été. Nous, on ne produit pas l'huile de noix l'été. La récolte se fait en octobre. Donc forcément, ils attendent de voir des images et là-dessus, on n'avait peut-être pas répondu suffisamment. Donc ça va être une évolution indispensable. Voilà, exactement. Et je le disais à l'instant, Pauline Ablot, vous êtes allée, alors ça s'appelle les Rencontres nationales de la visite d'entreprise. Ça a eu lieu en octobre, si je ne dis pas de bêtises, à Paris. On va se faire un petit peu de tendance, de benchmark de ce que l'avenir de tous ces professionnels, du public qui nous suit. C'est quoi? On va vers quoi? Il y a 2-3 belles idées là que vous avez perçues. On peut déjà dire des pistes ou dire plutôt ça va plutôt se développer parce qu'on voit que ça marche bien. Où est-ce qu'on va là si on regarde vers l'avenir? Alors ces rencontres nationales, justement, c'est vrai qu'elles ont eu lieu à Paris, à Bercy. Elles étaient organisées par Entreprises et Découvertes. Tendance, c'est un mot assez large. Je dirais surtout que ce qui intéresse les entreprises, c'est de plus en plus prégnant de parler d'attractivité des métiers, donc de valoriser les compétences, les savoir-faire, les salariés, de mettre en lumière aussi toutes ces personnes qui se cachent derrière les produits. Donc ça, c'est quelque chose de plus en plus prégnant dans les enjeux des entreprises. Et également ce discours aussi sur les engagements RSE. Donc c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Beaucoup d'entreprises aussi souhaitent s'ouvrir au public pour les exprimer. C'est un cercle vertueux, la visite d'entreprise. Ça permet aussi de, comme vous le disiez très bien, il y a un vrai partage simple et authentique avec les publics, des vrais échanges intéressants. Et ça permet aussi à l'entreprise de se re-questionner, de s'améliorer, d'avoir aussi des perspectives de développement. Donc ça, c'est aussi très intéressant et c'est un enjeu perçu par les entreprises qui sont donc, comme je vous le disais, de plus en plus nombreuses, et ça on le sait, à vouloir s'ouvrir au public puisque c'est très vertueux et il y a un nombre d'enjeux derrière cet accueil des publics. Justement, ce mot RSE qu'on a gardé pour cette conclusion, et pourtant il est important, on en a entendu parler tout à l'heure avec des producteurs de bio, avec l'attention qu'on peut donner. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, ce public est de plus en plus attentif? Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout de la démarche? Est-ce que demain, quand vous allez produire de l'énergie parce qu'il faut faire tourner les films, etc., est-ce qu'on va dire comment je compense, comment je décarbone? Est-ce que vous pensez, toujours dans le cadre des observations que vous faites au niveau national ou régional, est-ce que c'est une obligation? Et je viendrai vers vous aussi par rapport à cette clientèle que vous regardez de très près, vous, savoir s'ils sont attentifs à ça ou ils disent bon, on pensera ça après les vacances. Est-ce que ça va être un enjeu justement de dire je produis quelque chose de spécifique pour le tourisme, comment je vais le compenser? Alors c'est une question, je pense que les entreprises témoins le savent mieux que moi, mais qui revient souvent, de quel est l'impact, notamment en carbone, de l'entreprise, quelle est la place de l'entreprise et sa place dans l'environnement. Il est pas mal perçu qu'une entreprise ait justement ces perspectives d'évolution, d'amélioration. Cette transparence, elle est très attendue dans la visite d'entreprise et elle est bienvenue, bien évidemment. Donc il n'y a pas le vrai enjeu, dans tous les cas, ouvrir ses portes au public, c'est aussi se livrer. Donc on n'est pas obligé de tout montrer, notamment dans des zones peut-être trop contraintes, trop sensibles selon les produits. Donc c'est pour ça que parfois on peut utiliser des moyens de médiation pertinents, des vidéos, des vitrages. Enfin, il y a tout un tas de moyens qu'on peut mettre en œuvre. Mais voilà, il y a différents moyens de répondre à tout ça. Marielle Salvador, ce public, il va être de plus en plus attentif, de la même façon qu'il est attentif à ce qu'il mange, parce qu'il est ce qu'il mange, comme vous avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'il va être aussi ce qu'il produit comme déchets? Oui, alors c'est amusant parce qu'effectivement, on termine une recherche sur la perception du gaspillage, notamment dans le contexte de restaurants étoilés. Alors, vous dites qu'on est loin, mais non, et vous allez comprendre pourquoi. En fait, on s'est rendu compte au travers de cette étude que les gens méconnaissaient beaucoup de pratiques que mettent en place les restaurants pour justement gérer au mieux les déchets ou ne pas en faire, utiliser la totalité du produit, etc. Et souvent, ce qui est mis en avant par les acteurs du secteur est perçu comme du greenwashing. Et donc, une de nos conclusions était de dire attention. Si vous devez parler effectivement des actions que vous mettez en place, donc soyez totalement transparent, mais n'hésitez pas à expliquer de bout en bout. Et pas juste, oh ben tiens, j'ai juste utilisé le pané, j'en ai fait des chips, et boum, et voilà, je suis vert. Et c'est souvent en fait ce qui est perçu par les individus, et c'est finalement très dommage. Après, je rebondirai rapidement sur
Alors, le futur, on n'est pas Madame Irma en recherche. Non, c'était pas ça l'idée, mais voilà, j'ai bien compris. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a ce fameux phénomène de staycation, de voyager près de chez soi. Et on peut quand même supposer que dans les années à venir, avec tout ce qui nous entoure et la culpabilisation de prendre l'avion, etc., donc il y ait aussi ce tourisme de proximité qui continue à se développer, et notamment auprès de locaux qui parfois se rendent compte qu'ils ne connaissent pas leur région plus que ça. Et donc là aussi, ça va permettre, je pense qu'il y a un bel avenir dans ces formes de tourisme proches, finalement, et encore une fois, aller donc à la source, quoi. Oui. Peut-être juste rajouter que ce sujet du tourisme, je vous ramène encore sur nos fermes. Mais c'est le but, on est là pour ça. Ce on y est bien en tourisme, plus, voilà, allons-y. à la ferme, c'est vraiment au centre en fait. La RSE, elle est au centre, c'est notre ADN en fait. Le tourisme durable, le tourisme responsable, c'est ce que les gens recherchent, qu'ils soient locaux ou qui viennent de très loin. Et à la ferme, on a ça, des hébergements inédits, des cabanes dans les arbres, des roulottes, du glamping, tout ce que vous voulez. On peut faire ça, on a cette chance, on a des sites très bien qu'il n'y a pas que exceptionnels. ça, mais on est prêt de l'entendre. Oui, mais il y a aussi malheureusement les problèmes phyto avec les vignes, le débat sur le gavage. C'est pour ça qu'il faut venir nous voir. Je pense et on que c'est vous explique important. comment on travaille. N'oubliez pas que l'agriculture française, c'est une des agricultures les plus propres, les plus vertueuses au monde. Donc il y a un peu de pollution médiatique. Je ne dis pas ça pour vous, pour certains de vos collègues. Là, c'est mon rôle vraiment d'élu. Je pense qu'il faut défendre l'agriculture française. Elle le mérite. Et aujourd'hui, on n'est pas là pour débattre des problèmes de normes et de réciprocité des normes. Mais il faut faire attention à ce qu'on mange. Et nous, sur les fermes, on est capable d'expliquer comment bien choisir son alimentation. Non, mais on est tous d'accord. Et l'agriculture et les agriculteurs, parce qu'en fait, c'est toujours eux qui sont là pour nous faire les plus beaux paysages, que ce soit de votre Occitanie chérie, mais aussi de Nouvelle-Aquitaine, hein, si on n'avait pas les agriculteurs et les éleveurs la plupart du temps, pour nous redessiner ou entretenir les espaces, je pense qu'on voyagerait moins. Et si on voyageait moins, on irait moins chez vous. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis. Merci au Comité régional du tourisme, à l'Agence de l'alimentation de Nouvelle-Aquitaine pour ces rencontres. Je vous le rappelle, c'est régulièrement sur sudouest.fr, sur TV7. Merci aux moyens techniques de la télé TV7. Merci aussi à Léa Nature qui nous accueille dans ses locaux. Et puis, comment mieux finir que se donner rendez-vous pour le 31, le 24 décembre. Il vous reste quelques jours pour aller chercher les produits vous-même dans les exploitations. C'est peut-être ça, les 3 jours, les 4, 5 jours avant les réveillons de vacances. Ça sera ouvert ? On vous attend, bien sûr. Ça sera ouvert. Merci beaucoup. Bon appétit.